Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Vincent Peillon pour son livre « Jérusalem n'est pas perdu » qui paraît aux éditions Le Bord de l'eau. Vincent Peillon, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages de philosophie. On vous a connu dans une autre vie. Vous étiez un des leaders du Parti socialiste, ancien ministre de l'Éducation nationale et même candidat aux primaires du PS. Votre livre s'intitule « Jérusalem n'est pas perdu » et porte ce sous-titre « La philosophie juive de Joseph Salvador et le judéo-républicanisme français ». Vous voulez réhabiliter dans ce livre la figure de Joseph Salvador. Vous pensez que le judaïsme français n'a pas su lui rendre l'hommage qu'il méritait. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en réalité, moi je l'ai découvert il y a moins d'une dizaine d'années. Et je me rends compte, et d'ailleurs à la sortie de ce livre, beaucoup non seulement de juifs, mais de savants juifs viennent me dire « ça c'est vrai, on a fait l'impasse sur Joseph Salvador ». Mais en réalité, Joseph Salvador, dont le premier texte est de 1822, la loi de Moïse, ou le système religieux des Hébreux, système politique des Hébreux, c'est un exemple pour tout le judaïsme français du 19e qui est méconnu. Lorsqu'on étudie, philosophiquement j'entends là, le judaïsme, on étudie très souvent les grands auteurs allemands. Martin Buber, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, certains ayant été en Israël après. Mais c'est cette tradition qui est, Walter Benjamin, la plus étudiée. Si on demande, même à des gens très savants dont vous êtes, citez-moi 2-3 philosophes juifs français du 19e siècle. On est très embarrassé. Cette réflexion est quand même préoccupante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que nous-mêmes... Parce que aussi, Joseph Salvador, pour parler de lui, selon le mot de Michael Gretz, a été un juif de la périphérie. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous le ramenez au centre et vous considérez que ce juif de la périphérie a su être, pour vous, le fondateur du judaïsme républicain. Oui, alors d'abord, ce que dit Gretz, qui est un historien israélien de très très grande qualité, qui a fait un très beau livre et qui est un des seuls, dans le fond, qui a accordé de la place à Joseph Salvador et à son influence, en particulier sur les jeunes Saint-Simoniens, donc la doctrine de Saint-Simon, début du 19e siècle. Il en fait un juif de la périphérie. C'est vrai qu'il n'est pas un juif des institutions juives qui sont en train à l'époque de se constituer, le consistoire d'abord, Napoléon, la suite. L'Alliance israélite universelle. Après l'Alliance, mais dans l'Alliance, il a beaucoup compté, parce que, vous le savez sans doute, les jeunes juifs qui se sont engagés dans l'Alliance, après la seconde révolution, c'est-à-dire la révolution de 48, était très à gauche et très en opposition au Second Empire. Et pour ces Juifs, il a beaucoup compté. Je racontais récemment, je ne sais pas si je le fais dans le livre, c'est inouï. Ils se réunissent en 1848, place de la Concorde. Il y a là les Dechtal, les Perer, un certain nombre de Juifs engagés dans l'université, peut-être même Adolphe Frank. Et il y a Joseph Salvador. Et la discussion porte, faut-il ou pas installer une statue de Moïse, place de la Concorde? Vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que ces Juifs... vous n'en parlez pas dans le livre. Je ne sais pas, je ne sais plus, on ne met pas tout dans un livre qui est déjà épais. Parce que ces Juifs pensaient que la Révolution française, mais aussi la seconde, celle de 48, et puis après, bien entendu, la République, elle venait, dans le fond, mettre en œuvre les valeurs juives. La déclaration des droits de l'homme, c'était le Deutéronome. Et donc, ils se disent, puisqu'on refait la Révolution au nom de nos valeurs, liberté, justice, égalité, tolérance... On va trouver où est la source. On va mettre Moïse. Et on va mettre Moïse. Place de la Concorde. Alors, c'est un juif intéressant. Il est né à Montpellier le 5 janvier 1976, d'un père juif séfarade et d'une mère catholique. Mais il est élevé dans la tradition juive.
Alors ça, c'est très curieux, parce que, bon, la communauté, il faut imaginer aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à ne pas commettre d'anachronisme. La communauté ancienne, très ancienne, une des plus anciennes, de Montpellier, communauté juive, j'entends, est quand même très faible. Il faut mesurer, c'est une centaine de personnes. Mais nous sommes au tournant du 18e et du 19e. Il est né en 1796. Et c'est déjà un mariage mixte dans une famille juive éclairée, dont dans le fond, les préoccupations sont des préoccupations des hommes et des femmes des Lumières, la connaissance, le savoir, la démocratie, etc. Et donc, il est de père juif, qui prétend d'ailleurs descendre de la grande famille des Maccabées, avec vraiment toute une... Et puis, il est de mère catholique, Élisabeth Vincennes, et alors, il est élevé, vous avez raison, il le soulignera d'ailleurs, dans la religion juive, donc il a quelques connaissances, il est circoncis, il le dit. Il a plus que des connaissances. Il les acquiert après. Son souci, il est d'abord médecin. Et c'est les actes antisémites de 1819 qui l'amènent à tout d'un coup faire, comme beaucoup, un retour vers le judaïsme, à se poser la question, mais comment se fait-il qu'après la Révolution française, dans un temps qu'on nous dit être un temps de tolérance, d'ouverture, et puis de normalisation de la citoyenneté pour les Juifs, il y ait encore des pogroms qui se déroulent à Munich, qui se déroulent après en Bohème, qui montent jusqu'au Danemark, meurtriers. Et c'est là... Alors qu'il est docteur en médecine, déjà, c'est qu'il prend conscience et il a une intuition. C'est que le judaïsme, j'essaie de retrouver le passage, oui. Le juif est celui qui détient la solution au problème de la religion et à celui de la modernité. Car il est précisément le point de recoupement de ces deux problèmes. Ça, c'est vraiment, là, vous êtes au cœur de la problématique. Alors déjà, il faut préciser cette affaire de religion que les gens ne comprennent pas bien, et donc il faut la situer. C'est-à-dire qu'en réalité, au moment de la Révolution française, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui, la question qui soulève immédiatement est la question religieuse. C'est-à-dire, quelle religion pour le nouveau régime politique? Quel ciel pour la nouvelle terre? On aurait tendance à vouloir quitter la religion catholique, qui s'est toujours associée avec le trône, la réaction, le conservatisme, et donc il faut trouver une nouvelle religion. Et tout le début du 19e siècle, c'est la recherche d'une nouvelle religion adaptée à la modernité, d'accord? Car les hommes ne peuvent pas vivre que de pain, ils ne peuvent pas vivre que d'intérêt, ils doivent avoir aussi une spiritualité. Et on ne peut pas faire la révolution dans les intérêts, comme dira Jaurès, et ne pas la faire dans le spirituel. Donc ils sont tous à la recherche de ça, d'autant plus que, mais des Robespierre, la religion de l'être suprême, la religion de la raison avant, la théophilanthropie à la fin du 18e. Des puis, Rousseau, des Benjamin la religion Constant. civile, la religion avant la Révolution, mais Constant fait un grand livre qui s'appelle de la religion. Tout le monde, Auguste Comte, la religion de l'humanité, Saint-Simon, le nouveau christianisme, les socialistes qui présentent leur première doctrine comme une religion. Bon, donc tout le monde cherche la religion de la modernité. Et lui dit, alors il y a beaucoup de gens qui disent, ça va être le catholicisme revisité, Chateaubriand, un catholicisme libéral. Très très puissant le mouvement qui dit la religion de la modernité c'est le protestantisme, libre examen, absence du clergé, respect de la raison, révolution d'Angleterre, donc beaucoup plus de tolérance, etc. Là vous avez quand même une filiation, Madame de Staël, Quinet, Renouvier, très puissante dans la République française. Et il y en a lui va plus loin. Il dit ça doit être la religion des Hébreux. Parce que c'est la religion mère du monothéisme et parce que c'est la religion la plus moderne. Et c'est pas seulement une référence, c'est aussi un modèle. Il estime, il a une conviction, c'est que les Hébreux ont un modèle valable pour toute l'humanité. Oui, d'abord, c'est la définition même du peuple élu. Le peuple élu, il n'est pas élu pour se regarder le nombril. Parfois, à entendre certains aujourd'hui, on pourrait le croire. C'est qu'il pense qu'il y a... Vous n'avez pas perdu la main, là. Et il y a l'universalité au départ, l'humanité une, et puis à la fin. Et le peuple élu, c'est le peuple moyen, comme il dit lui. C'est à travers le peuple juif que cette universalité du genre humain doit, dans l'histoire, se poursuivre. Ce qui est étonnant, c'est que ce thème est tout à fait, évidemment, original quand même. D'abord parce que les Juifs sont très peu nombreux en France. D'accord ? Très, 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 très peu nombreux. Ensuite, être capable de dire la République des Hébreux,
le modèle hébraïque, la loi de Moïse. C'est la religion la plus moderne. Ça veut dire quoi? La plus démocratique, la plus juste, c'est une proposition à l'époque, donc la remise des dettes, le partage des terres, et la plus tolérante. Donc il fait une démonstration en revenant à la République des Hébreux, à la loi de Moïse, qui consiste à dire, vous voyez, c'est non seulement, puisque dans le fond, les chrétiens, c'est une secte juive, bon, c'est non seulement la première des religions, le premier monothéisme, mais c'est en même temps un modèle politique qui existait et qui est beaucoup plus moderne. Il avait déjà influencé, et là on le sait très peu en France, la Révolution anglaise et la Révolution américaine. Les protestants reviennent, qui vont faire ces révolutions, reviennent au modèle de ce qu'on a appelé la République des Hébreux. Lui, simplement, il fait une République des Hébreux, non pas chrétienne comme eux, où à un moment, il faut quand même dépasser les Juifs, ils sont aveugles, etc. C'est la première République des Hébreux comme modèle politique moderne qui soit authentiquement juive. Alors, par rapport à des gens comme Rousseau, par rapport à Benjamin Constant, Joseph Salvador va plus loin, effectivement, et perçoit une modernité dans le judaïsme, vous l'avez dit, un modèle pour l'avenir, et le modèle républicain français répond à ce modèle pour lui. Oui, pour lui et pour toute une tradition de juifs républicains qui vont exister en France. Après, j'ai relu, je le montre à la fin, c'est ce que j'appelle le judéo-républicanisme, les sermons, est-ce le terme, mais ça s'était un peu christianisé, des rabbins en 1889, sur toute la France, hein, et c'est un texte qui a été édité pour fêter le centenaire de la Révolution. Quel est le discours dominant? Il n'est pas de dire que les juifs copient la Révolution, c'est l'inverse. C'est la Révolution et le modèle républicain moderne qui appliquent le modèle juif. Sur le plan social, donc, sur exactement. le plan du progrès, sur le plan aussi de... Il y a un développement sur les prophètes qui est très intéressant chez vous. Parce que vous dites que la fonction est ouverte à tous et dépend seulement de la seule conscience de la seule conscience du prophète lui-même. D'ailleurs, Isaïe est pour lui le prototype de ces prophètes. Pour lui, très souvent, pour le judaïsme français du 19e moderne, et c'est vraiment la figure des prophètes, et celui qui se rapproche le plus de leur modèle, dont il faut quand même préciser, donc vous avez raison, c'est un modèle plus démocratique, ils ont refusé les rois, c'est un modèle plus juste, la remise des dettes, c'est un modèle qui se préoccupe de la liberté, souviens-toi que tu as été esclave, etc., en pays d'Égypte, donc qui est contre toutes les dominations, c'est un modèle qui n'est pas prosélyte et qui est tolérant, tu peux venir chez nous, même si tu ne penses pas la même chose, donc c'est un autre universel que l'universel romain, Jérusalem n'est pas Rome. Le repos du Shabbat, bien sûr, la mise en jachère de la terre au bout sûr, de 70 ans. Dont je lis les interprétations écologistes aujourd'hui, avec amusement, mais pourquoi pas. Et en réalité, on a aussi cette idée, alors là, il peut être contesté, parce qu'il distingue l'hébraïsme du judaïsme des rabbins. Et il dit, l'hébraïsme, c'est la religion des Écritures, il faut revenir au départ. Après, vous avez 3 monothéismes. La religion, le judaïsme des rabbins, qui est justifié parce qu'on a été tellement agressé qu'il fallait bien que des gens protègent le message, mais maintenant qu'il y a eu la révolution, on peut revenir à l'hébraïsme, et puis évidemment le christianisme, qui s'est divisé de multiples façons, les protestants, les orthodoxes, etc., et puis l'islam. Et tout le monde doit revenir à la religion des Hébreux, l'hébraïsme, à la religion des Écritures, parce que c'est elle qui porte la modernité. Et on peut le faire parce que le modèle moderne, on va dire, à travers les révolutions anglaises, américaines, puis françaises, nous permettent aujourd'hui de retrouver ce qui à un moment avait été juste préservé par le judaïsme des rabbins, mais qui dormait là dans l'histoire et qui attendait de pouvoir être réveillé. Et c'est pour ça que la modernité est juive. La modernité est juive parce que dans le fond, cette modernité politique, mais aussi intellectuelle, c'est un rationaliste. C'est un rationaliste. Et c'est là qu'il a un conflit avec certains penseurs juifs, je pense à Elie Ben Hamozeg, qui n'apprécient pas certaines critiques portées par Salvador à l'égard du judaïsme rabbinique, en disant là, attention, tu fais les mêmes critiques que certains ennemis du judaïsme. Donc il est quand même dans un courant que l'on peut qualifier d'être un courant
rationaliste du judaïsme, peut-être qu'il a existé au 19e. Alors, vous dites que Joseph Salvador n'est pas saint-simonien, mais enfin, et il n'en est pas loin non plus. Hein, les gens qui le côtoient sont des... et tout ce courant du judaïsme du 19e siècle, et Kamel les Pereire et autres, est carrément saint-simonien. Mais ce que vous dites, et qui est central, c'est que il veut rendre, au fond, leur honneur et leur fierté aux Juifs. C'est ça qu'il veut faire. Il y a une pilule à faire avaler. Il y a un combat à mener. C'est quoi le combat? Le combat, c'est on nous a donné l'égalité des droits, dit-on. C'est le résultat de la Révolution française qu'on a appelé l'émancipation. Mais il se fait qu'on a eu des droits, mais que quand on regarde la réalité telle qu'elle existe encore à son époque, il y a des Juifs 1819 qui sont attaqués et tués. On ne peut pas exercer des fonctions publiques, par exemple même le professorat, ou entrer à l'école normale de la même façon, etc., etc. Donc il dit, attendez. Et en plus, on nous dit, c'est l'idéologie, acceptée d'ailleurs y compris par les autorités juives, de la régénération. On nous dit, on veut bien vous intégrer, mais à condition que vous renonciez à votre dimension de peuple et à votre dimension de nation et à votre dimension politique, c'est la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, et en même temps que vous acceptiez de vous régénérer. De vous régénérer, ça veut dire une nouvelle naissance du juif. Pourquoi? Parce qu'il est considéré, si vous lisez d'ailleurs les écrits de cette époque, soit allemands, soit français, je pense à l'abbé Grégoire, le juif est quand même, par ces années de difficultés, il est devenu un être pervers. Il ne s'intéresse qu'à l'argent, il a un corps chétif, il est malhonnête, il ne parle pas bien le français, il ne se lave pas, donc c'est quand même terrible quand vous lisez ces textes. Et le but derrière est quand même aussi un but, quand on va jusqu'au bout, en fait, de conversion des Juifs. Hein, donc il faut les assimiler au sens de leur faire renoncer à leur nation, c'est-à-dire pour une part à leur histoire. Hein, bon. Et là, vous avez vraiment deux judaïsmes français. Vous avez un judaïsme français qui, d'une certaine façon, accepte ce discours. Alors, c'est peut-être par habileté, mais qui accepte le thème, par exemple, Isaac Baer, de la régénération des Juifs. Et puis, vous avez un deuxième judaïsme français présent dès la Révolution, avec un auteur qui s'appelait Hurwitz, avant avec Isaac de Pinto, qui répondait à Voltaire, et avec notre auteur, Joseph Salvador, qui dit non. Et c'est là qu'on vient à ce que vous avez dit. Il ne s'agit pas simplement de nous donner les mêmes droits, il s'agit de nous respecter entièrement. Pourquoi vous dites que vous voulez nous régénérer? C'est vous les dégénérés. Il faut bien être dégénéré pour frapper des êtres humains pendant des siècles et s'attaquer à des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que vous. Donc c'est quelqu'un qui rédige ce qu'il appelle une apologie des Juifs. Donc je ne veux pas seulement qu'on me donne des droits. C'est comme la tolérance. On ne veut pas simplement être toléré, comme disaient les protestants à l'époque. Non, on veut être à égalité totale et à égalité. Ça suppose qu'on respecte nos différences. Et ça, c'est un thème, vous le voyez bien, qui reste très contemporain. Absolument, comme est contemporain aussi, puisque vous avez un chapitre où vous croisez un moment Moses Haes et Joseph Salvador. Et là, on n'est pas encore au sionisme de Herzl, mais on est déjà quelque part dans cette direction. Oui, on est sur les... En fait, historiquement, Moses est considéré comme le premier sioniste à travers son livre Rome et Jérusalem. Il a été en même temps, parce que les gens d'aujourd'hui ne le savent pas, même si nous avons une rue à Tel Aviv, Moses, c'est qu'il est honoré quand même dans la pensée juive, mais il est à la fois le fondateur de la social-démocratie allemande et le premier des sionistes. Il fallait porter les deux ensemble, comme Léon Blum, j'en parle aussi à un moment, est capable d'avoir été le Premier ministre de la France en 1936, quand les nazis étaient en Allemagne, et en même temps était sioniste, Léon Blum. Il y a d'ailleurs un kibbutz Léon Blum en Galilée. Bon. Eh bien, notre auteur pense aussi que cette réconciliation générale qu'il appelle de ses voeux doit se faire à Jérusalem. Une Jérusalem qui, chez lui, est très moderne, c'est un sionisme culturel, dans le fond, très particulier, puisqu'il veut qu'il y ait une Jérusalem aux 100 portes, dans lesquelles on trouvera aussi une porte Voltaire, une porte Rousseau, une porte, alors il y aura Isaïe, il y aura Moïse, mais il y aura aussi tous ces auteurs de la modernité. En un mot, comment se fait-il, Vincent Payon, qu'une œuvre aussi riche, qu'une figure aussi intéressante ait été à ce point ignorée ? Je pense qu'il faudrait qu'on ait beaucoup de temps pour répondre à cette question, mais l'histoire, vous le savez, c'est ce que disait Walter Benjamin, et c'est l'idée de l'histoire juive, elle est écrite quand même par les vainqueurs.
Et elle a tendance à éliminer les vaincus. Donc ça veut dire que ce récit-là du judaïsme est un récit qui n'a pas été entendu, y compris par les Juifs eux-mêmes, dans un moment où ils avaient d'autres tâches historiques à accomplir ou d'autres problèmes à rencontrer. Je pense que donc il faudrait expliquer pourquoi c'était le récit, dans le fond, des vaincus, que ce récit de l'honneur des Juifs porté en France dès le XIXe siècle. Moi, je dois vous dire qu'une des raisons qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est le malaise qui a été le mien, de lire les analyses, par exemple, d'Hannah Arendt ou de l'historien Marus, qui présentent les Juifs français. Et moi, je viens d'une famille, par ma mère, qui est une vieille famille juive française et républicaine, comme des gens qui n'assumaient pas leur judaïsme, qui rasaient les murs. J'ai trouvé ça d'une injustice, y compris dans l'affaire Dreyfus et autres. Donc, on voit bien quand même que c'est cette historiographie qui a dominé. Donc, il est temps de redonner au judaïsme français sa fierté. Alors, dernière question, parce que je voudrais qu'on laisse une minute pour le questionnaire Pont-Neuf. Il y a un questionnaire, vous allez voir. Et finalement, on voit quand même percer. D'abord, vous avez fait un travail admirable, mais on voit percer quand même par moments le Vincent Peillon qu'on connaît bien, parce que finalement, ce qui vous touche le plus, c'est que Joseph Salvador, comme Vladimir Rabhi, hommage à Vladimir Rabhi dans votre livre, est tout à fait mérité, on le retrouve à la fin du livre. Finalement, ce qui vous touche, c'est que Salvador a réussi à tisser ensemble le judaïsme et le socialisme. Ça, c'est une affaire assez compliquée. C'est comme ça qu'on a fondé Israël aussi. C'est pas vraiment ça qui me touche le plus, parce que ce socialisme, pour moi, c'est aussi le libéralisme. On a parlé de la Déclaration des droits. C'est juste l'exactitude historique. On peut vouloir l'oublier, mais ça aura des conséquences historiques assez graves. Dernière, alors le questionnaire Pont-Neuf, êtes-vous ceci, êtes-vous cela, vous répondez, mais d'un mot. Vincent Peillon, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? De fait, j'ai plus lu Tolstoï. J'ai du mal avec Dostoïevski, c'est devant moi. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Victor Hugo? Victor Hugo... Il y a un Balzac, vous le savez peut-être pas, il y a un Balzac théosophe, il y a un Balzac mystique que j'aime bien, sur lequel je travaille d'ailleurs actuellement, mais enfin peut-être Hugo quand même, oui. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? On va dire Rachi. Parce qu'il est français. C'est trois, oui. J'ai de la mais famille. Pas nécessairement j'ai de la famille là-bas. Bon, mais c'est vraiment, vous voyez que c'est pas très intellectuel. C'est une fidélité personnelle. Voilà. Il y a une lignée aussi allemande. Il a vécu à Worms pendant quelque temps. Êtes-vous? Oui, moi aussi. On a une lignée aussi. Oui. Une lignée allemande aussi. Oui, bien sûr. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Ah là, c'est difficile, mais évidemment, je suis fasciné par Soutine. D'accord. Oui. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Ah non, ni l'un ni l'autre. Je ne suis plus sûr ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, pour écrire ce genre de livre, il faut couper le cordon. Faut couper le Twitter, oui. Oui. C'est pas en 156. Eh bien, vous avez bien fait de couper le Twitter et le Facebook, parce que votre livre est vraiment... C'est passionnant. Jérusalem n'est pas perdue. La philosophie juive de Joseph Salvador et le judéo-républicanisme français. C'est signé donc Vincent Peillon et c'est paru au bord de l'eau. Merci à vous, c'était Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous.